Vous avez sûrement vu ça passer aujourd'hui. Il faut dire que le chiffre frappe l'imaginaire. Le prix moyen des maisons unifamiliales serait rendu à plus d'1 million de dollars. J'ai comme envie de faire le petit doigt, là, le petit auriculaire, comme dans... c'est quoi le film déjà? Austin Powers. Les gars, voulez-vous faire ça à ma place? Vous êtes bons. Je blague, mais donc 1 million de dollars. C'est donc rendu hors de prix, on pourrait dire, s'acheter une maison en 2025. Je sais pas pour vous, mais 1 million de dollars là, quand on a 22 ans, puis même si on gagne très bien sa vie, c'est une grosse mise de fonds, c'est d'immenses paiements mensuels. J'en parle avec Younes El Moustir, là, qui est courtier immobilier, qui connaît bien Montréal dans son ensemble pour plusieurs raisons, dont pour celle là, qui nous l'amène ici. C'est une hausse, Younes, de 7% sur un an. Et dans les 5 dernières années, le prix de l'immobilier, selon les chiffres que j'ai consultés, a augmenté de 42%. Est-ce que tu es inquiète quand tu vois des chiffres comme ça? Ben, je ne suis pas inquiet parce que le marché se régule un petit peu par lui-même, mais il faut prendre ça avec des pincettes aussi. On parle ici des unifamiliales. Ouais, donc, ça n'a rien à voir avec les condos qui représentent une bonne partie du parc immobilier montréalais, d'une part, puis il s'agit d'une moyenne aussi. Alors, si vous allez dans les extrémités de l'île, si vous allez un petit peu plus à l'est, ben, vous allez réaliser que les prix sont pas mal moins chers, là. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est sûr, le 1 million, il frappe l'imaginaire. On a l'impression qu'on ne va plus jamais pouvoir acheter à Montréal. Mais je te donne un exemple très concret. Juste avant-hier, j'ai déposé une promesse d'achat pour un condo. Là, tu vas me dire, c'est dans un sous-sol à Ré-de-Jardin, mais à 350 000 dans un quartier très puis même sud-ouest. Ça me semble quand même cher. Là. Tu dis un sous-sol, petit condo. Je veux dire, il fut un temps, on pouvait acheter ça pour 104, la moitié moins, là, je veux dire, encore une fois. Ouais. C'est donc, il y a un enjeu d'abordabilité. Mais je suis quand même un peu surpris parce que, moi, tu connais, je suis plus du côté économique, le macro de la chose. À un moment donné, ces maisons-là, à 1 million de dollars, là, en moyenne, là, il faut quelqu'un pour les acheter. Le salaire des gens, là, lui, il n'augmente pas de 7% par année toutes les années depuis 5 ans. C'est qu'à un moment donné, deux choses. Soit les gens sont complètement pris à la gorge, ou soit toutes leurs économies vont dans la maison. Ouais. Mais je veux dire, il va venir un moment où ton paiement mensuel à 10 000 $, ça sera plus possible. Donc, ultimement, tu dis le marché va s'autoréguler, soit, mais comme... Est-ce que tu vois qu'à un moment donné, on arrive à un genre d'asymptote là, de plafond? Le problème, c'est toujours l'inventaire. On a un inventaire historiquement très, très bas et des maisons, habituellement, quand il y a des terrains qui sont vacants ou des petites maisons qu'on détruit pour construire des tours à condos, on va naturellement aller plus vers plusieurs unités. Fait que la rareté d'avoir une maison, ça va affecter le prix de manière assez significative. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils n'achètent pas. Je veux dire, si je fais construire une maison à Magog, puis j'en fais construire une à Montréal, c'est les mêmes prix des matériaux. C'est vraiment le terrain. Et ce qu'on remarque souvent quand on fait des visites avec des clients, c'est que l'environnement socio-économique du quartier va influencer de manière assez significative les prix. Les endroits, si on parle par exemple d'un quartier comme Outremont, où on voit, il est entouré d'écoles privés, de qualité, etc., ben, naturellement, les gens vont acheter un petit peu un secteur, là, un environnement, un milieu de vie. Là, je peux témoigner. Je veux dire, nous, on a eu un... Outremont? Non, justement, je raconte, mais tu sais, puis juste, tu parles de Magog, là, mais je suis moins dramatique que ça. Je veux dire, j'ai eu un enfant, moi, il y a 3 ans et demi. On se disait, on habitait dans le vieux Montréal à l'époque, là, un peu bachelor, là, deux jeunes professionnels sans enfants. Là, on vivait la belle vie dans un condo. Là, non, pas en coloc, mais bref, on avait une belle affaire, mais avec un enfant, c'était comme moins évident. Fait qu'on cherchait un quartier là, avec des arbres puis des écoles. T'sais. Fait qu'est-ce qu'on a fait? Outremont, on est... Franchement, je veux dire, c'était hors de prix. Puis c'est là où, je me suis retrouvé à Saint-Lambert. Puis au début, j'étais comme, Rive-Sud, banlieue, blablabla. Mais tu sais, pour le même prix, j'avais un condo à Outremont puis une unifamiliale à Saint-Lambert avec une cour puis une piscine. Puis, effectivement, c'est la ville qui elle, est en train de... Et c'est triste pour les gens qui sont là depuis très longtemps. Il y a des gens là, qui ont acheté dans des quartiers qui sont très prisés, qui ont acheté à 80 000 $, 90 000 $. Tu dis que c'est triste, mais au contraire, c'est la Fiesta. T'as acheté à 80 000, tu revends 1,5 million. Il va être déraciné de son milieu de vie. Puis là, tu vas me dire, oui, il y a des choix, mais c'est pas aussi simple que ça. Puis si on parlait de la gentrification, quand les prix augmentent dans un quartier donné, il y a aussi l'environnement autour. On voit des cafés. Écoute, l'autre jour, j'ai un café, j'ai jamais
jamais vu un café à 9,50 $. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est le plus petit violon du monde qui joue pour les gens qui ont acheté, qui ont acheté une maison à 80 000 puis qui leur vendent 1 million de dollars. Tu sais, franchement, il y a quand même eu des plus-values intéressantes. Puis comme il y a cette affaire-là de déduction pour la résidence principale sur le gain en capital, c'est quand même très avantageux. Penses-tu que ça va continuer d'augmenter à ce même rythme-là, Younes? Est-ce que tu vois ça 7%? Est-ce qu'on va arriver à 1,5 million là, dans 6-7 ans? Là, Je pense que ça va ralentir quand même un petit peu, d'autant plus avec le moratoire qu'on a sur les acheteurs étrangers qui ne peuvent pas acheter encore pour un autre 1 an et demi. Alors, on voit... C'est pas tant que ça, les étrangers. Pas à Montréal, plus dans d'autres villes, à Vancouver, à Toronto, on en parle souvent. Mais même là, c'est comme 2%. Là, ça ne fera pas bouger le prix. Exact. On avait fait le calcul à un moment donné, puis on arrivait justement à ça entre 2 et 3%. Fait que c'est pas assez représentatif pour que ça vienne déstabiliser le marché. Mais moi, je vois des acheteurs qui achètent de plus en plus à 2. Je vois aussi un transfert générationnel de fonds, des gens qui ont un certain montant. Ils disent, écoute, je vais donner ça tout de suite à ma fille, Sauf à mon qu'encore, fils. faut-il que tes parents... C'est pas tout le monde là, qui a des parents qui ont un 100 ou un 200 000 à donner. Là, ou, comme je comprends que c'est une forme d'héritage avant la mort, mais je connais bien des gens qui à 70 ans vivent encore de paye en paye ou de c'est prestations. vrai, puis on vit de plus en plus vieux, puis il y a toutes sortes de paramètres. Mais moi, ça fait une dizaine d'années quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas. Il y avait moins de gens qui achetaient à 2. Il y avait les parents s'impliquaient beaucoup moins dans les transactions, particulièrement pour les premiers acheteurs. Fait que c'est sûr et certain que c'est difficile pour les gens d'acheter aujourd'hui. Puis souvent, malheureusement, ils doivent s'éloigner puis aller à l'extérieur pour pouvoir accéder à la propriété. Fred? Oui, Younes, on reçoit plein de commentaires, notamment quelqu'un dit, bon, là, l'île de Montréal, là, avec les travaux, les cônes oranges, le trafic... Moi pas là-dessus, Fred! Ah ouais, c'est fatigant, mais justement, pourquoi est-ce que les maisons continuent à se vendre aussi cher? Est-ce que c'est pas un peu, y a pas une frustration de ça avec le marché? Montréal est encore attractif, finalement. Oui, elle est encore très attractive. En Montréal, on a cette spécificité culturelle. Déjà, par rapport aux grosses villes canadiennes, on a ce côté-là francophone, ce côté-là historique. C'est une ville qui est très jeune. Il y a beaucoup de pôles universitaires aussi qui sont ici à Montréal. Donc, il y a des beaux quartiers à Montréal qu'on voit le sud-ouest là, avec le canal, le parc Mont-Royal, le stade avec le parc Maisonneuve. On a des festivals exceptionnels. J'ai l'impression de me présenter en politique. Ça me rappelle quelque chose. Mais on est encore une ville. Ceux qui ne connaissent pas Younes, quand même, El Moustia, juste parenthèse, là, Younes s'est présenté à la chefferie d'Ensemble Montréal. On t'a beaucoup entendu à cette époque-là. Ça s'est pas super bien fini là, pour des raisons que je ne ressasserai pas. Mais bon, fin de la parenthèse. Bref, tu as Montréal à cœur quand même. À cœur, c'est ça. Indépendamment de ce qui est arrivé là, dans ce dossier-là, c'est une ville que tu aimes et dont tu es fier là, particulièrement. Voilà, et c'est pour ça qu'elle continue à attirer beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on le croit des fois. Écoute, c'est sûr que bon, il y a certainement des gens qui nous écoutent, qui aimeraient acheter, dont les enfants aimeraient acheter, dont l'entourage réfléchit à ça. Est-ce qu'on attend que ça baisse? Comment tu... Non, mais tu vas me dire non, mais donc, est-ce qu'on abandonne le rêve? C'est quand même un enjeu générationnel profond, là, ces histoires-là de maison à 1 million de dollars. Bon, toi, t'es courtier, tu envoies des gens. Est-ce que les gens ont les yeux plus gros que la panse? Comment tu vois là, l'avenir de l'immobilier, surtout pour les jeunes qui sont pas déjà dans ce train là, en mouvement? Est-ce qu'on baisse les bras? Il y a dans la culture québécoise, il y a encore ce grand rêve-là d'acheter une propriété. Alors que quand tu regardes les paiements mensuels, dans beaucoup de cas, finalement, tu réalises que pour la même qualité, je peux être locataire, puis je peux mettre de l'argent de côté, puis il y a toutes sortes de mécanismes comme ça. Fait que c'est très culturel. On a encore ce grand rêve-là d'acheter une propriété. Puis je comprends ce que tu dis, puis les chiffres, là, je les ai ressassés de mille et une façons, puis oui, mais, ou en tout cas, je veux dire, comme Stéphanie Touga, oui, là. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de maisons, puis notamment certaines belles maisons qui ne seront jamais allouées. C'est comme c'est un marché où tu achètes. Là, dans le marché du luxe, il y a moins de location. C'est pas juste du luxe, là, des belles petites maisons. Là, c'est pas le marché locatif. Il y a des unités locatives, des maisons un peu maganées. Là, tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui rêve de louer une maison à Candiac. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est un plan B. Il y a des très belles maisons à Candiac. Oui, mais c'est un plan B. C'est un plan B de louer. Tu comprends? Mon point, c'est qu'on veut cette maison-là sur cette rue-là, puis on veut l'acheter. Puis je veux dire, il y a personne qui est intéressé
En fait, il y a peu de gens que je connais qui sont intéressés à devenir locataires d'unifamiliales. Oui, on a un parc aussi, qui est un parc immobilier qui est très vieillissant. Fait que les acheteurs aussi, il faut qu'ils élargissent un petit peu leurs critères puis qu'ils réalisent à un moment donné que ça se peut que j'achète dans un quartier que je n'aurais pas acheté initialement ou qu'il y ait des travaux à faire, puis avec les années, d'amortir des travaux sur 5-10 ans pour gagner de la valeur. Fait que ça, c'est un travail qu'un acheteur peut faire, d'élargir un petit peu ses critères et aussi de s'ajuster selon ce qu'il peut se permettre. Fait il faut que ça joue, mais c'est sûr, il faut qu'il y ait une préparation, une planification avant ça. Il y a des gens qui venaient acheter, ils venaient nous voir directement. On n'allait même pas faire une préapprobation à la banque puis on achetait tout de suite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont planifier leur achat. Ils vont prendre 3, 4, 5 ans pour mettre de l'argent de côté, pour ajuster aussi, négocier peut-être leur salaire à la hausse, etc. Puis ça, on le voit particulièrement ces 5 dernières années avec l'inflation, avec tout ce qui se passe là depuis la pandémie. On sait qu'il y a une forte demande de ce côté-là. Bastien, ouais. T'as-tu vendu ton condo, toi, finalement? Non, toujours pas. Un petit condo dans c'est ça de ne pas avoir des bons courses. Il fallait que tu m'appelles, Fred. Je t'aurais réglé ça en une semaine. Il n'est pas trop tard, Younes. Attention à ce que tu promets. Attention à ce que tu promets. Un qui vend son condo, l'autre qui vend ses services. Moi, je n'ai rien à vendre, chers amis. D'ailleurs, il y a David Saint-Onge qui nous écrit, là, évidemment, fidèle et auditeur, mais qui nous rappelle, comme il l'a fait dans une chronique récemment, que l'inflation immobilière, elle est en grande partie aussi liée à l'inflation la quantité d'argent en circulation. Hein. Donc, tout ça, c'est en partie téléguidé là, par l'État, par les banques centrales, par les gouvernements. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et une solution simple à ça, ça serait de geler la croissance de la masse monétaire, comme on l'appelle, mais ça engendrerait beaucoup d'autres problèmes dans les circonstances actuelles. Je vous remercie à tous les deux. Fred, je te souhaite bonne chance avec ton condo. Écrivez-moi sur Instagram, ça fait plaisir. Fred, appelle-moi, là. Younes, avec tes aspirations politiques éventuelles, mais entre-temps, je vous remercie à tous les deux.